Je commence par une présentation rapide du cursus à travers ses objectifs pédagogiques et sa structure. À l'origine du cursus, on peut identifier une triple demande. Tout d'abord, une demande interne, où nous nous posions la question de savoir comment proposer à la société des nouveaux ingénieurs répondant aux défis actuels à travers l'enjeu de mieux intégrer les sciences humaines à l'ingénierie, et notamment de mieux mobiliser en ingénierie nos compétences ici à l'université en termes de pensée de la relation homme-technique-société. Alors une seconde demande est celle de lycéens, où on s'est rendu compte que beaucoup de lycéens étaient non clivés entre les sciences et les sciences humaines et cherchaient pour leurs études supérieures des endroits où ils pourraient continuer à combiner à la fois les sciences humaines et les sciences tout court. Et si possible, trouver un endroit où ils pourraient, en tant que futurs professionnels, s'occuper des enjeux sociétaux des technologies. Et une troisième demande vient des entreprises et institutions où de nombreux partenaires de l'UTC nous expliquaient que leur réalité quotidienne étant de plus en plus complexe, ils avaient besoin de professionnels capables de, alors si on dit de manière un peu compliquée, de problématiser dans l'hétérogène, c'est-à-dire d'être capable d'articuler, au-delà des seules données techniques et scientifiques, des enjeux économiques, sociaux, écologiques, psychologiques, etc. Ce qui fait qu'on a de ce point de vue-là des partenariats privilégiés en UTech avec les domaines de la recherche, donc de la R&D, de la maîtrise d'ouvrage, de la conception, les bureaux de conseil, les bureaux d'études, par exemple. Voilà. D'où la naissance du cursus UTech, là, comme s'inscrivant dans une réponse à ces triples demandes. Alors, on a traduit ces intentions en orientation pédagogique. Je vais présenter ici rapidement 3 blocs qui synthétisent un peu notre état d'esprit. Première intention pédagogique, être capable d'analyser le sens des relations homme-technique-société, avec notamment des disciplines comme l'histoire des techniques et des sciences, la philosophie des techniques, l'économie, les sciences du travail et autres sciences humaines. Un deuxième bloc d'orientation pédagogique, c'est une habileté générale pour problématiser, c'est-à-dire l'art de faire passer une question d'un état flou à un état bien structuré, où on a identifié les tenants et aboutissants d'un problème. Pour cela, des disciplines comme la philosophie, les mathématiques, la logique, la méthodologie en général de conception par exemple, sont précieuses. Un troisième bloc consiste à savoir inventer, une fois qu'on a analysé et problématisé, à savoir inventer pour les situations socio-techniques. Et de ce point de vue-là, on convoque tout autant évidemment les sciences et outils connus, traditionnels de l'ingénieur, que les sciences humaines et sociales, à travers une méthodologie spécifique pour ce cursus qu'on a développé et qu'on continue de développer. Alors cette orientation pédagogique étant présentée, voici le format général du cursus. J'entrerai dans le détail plus tard. On a des études d'ingénieurs qui continuent évidemment à durer 5 ans. Le cursus UTech explore un format licence. Alors on ne délivre pas de licence, mais c'est un format licence en 3 ans. Donc les étudiants qui entrent à l'UTC par UTech sont 3 ans sous la responsabilité du cursus. Durant ces 3 années, en fait, on prépare déjà son futur parcours d'ingénierie, comme le montre le schéma avec ce fondu enchaîné. Et les étudiants finissent ensuite 2 ans sous la responsabilité de leur branche d'ingénierie avant d'obtenir le diplôme d'ingénieur. Alors comment ça tient? Voici quelques astuces. On commence en fait par des mathématiques nouvelles pour tout le monde, ce qui nous permet d'accueillir, là on parle du coup de l'ancien bac qui est en train de se terminer, on accueille des bacs S, ES et L option maths. On commence par des maths nouvelles pour tout le monde et ça fonctionne bien, pour accueillir ces différents publics sans passer par des remises à niveau. En UTech, on fait un peu moins de toutes les sciences par rapport à un format traditionnel où on fait un petit peu de tout avant de choisir une future spécialité. En UTech, du coup, il faut choisir un tout petit peu plus tôt la branche qu'on va rejoindre plus tard, ce qui permet, durant UTech, de faire à la fois plus de place pour les sciences humaines en choisissant en fait la préparation à la branche qu'on vise, puisqu'on la connaît plus tôt. En termes de contenu pédagogique, voici une représentation de ce qui se passe plus précisément, chaque rectangle ici représentant un enseignement. On voit que le premier semestre, par exemple, beaucoup d'UV obligatoires, car spécifiques au cursus, sont
sont proposés aux étudiants, histoire des techniques, philosophie de la connaissance, épistémologie, histoire des sciences, mathématiques, etc. Et puis on voit que progressivement, la part du V imposé diminue et que les étudiants du coup complètent leur parcours avec justement des enseignements scientifiques et techniques génériques du tronc commun classique de l'UTC ou de la branche d'ingénierie qu'ils visent, pour avoir finalement un parcours équilibré et complet et terminé par un stage de fin du cursus qui est en même temps un stage de début de l'ingénierie visée. Si on compare, pour bien comprendre le tronc commun classique de l'UTC et le passage par UTEC, ce schéma permet de voir que on obtient bien le même diplôme d'ingénieur à la fin, à travers une même durée globale de 5 ans, à travers le même nombre de stages courts et même nombre de stages longs, avec les mêmes possibilités d'échange à l'international, et qu'on a simplement en fait une répartition un peu différente de certains événements, et évidemment un projet pédagogique différent. Donc voici pour la présentation rapide du cursus. Je passe maintenant à une présentation de l'esprit du cursus, de sa vision, de ses missions. Alors, je commence par une paraphrase du poète Hölderlin cité par Heidegger, connu pour cette phrase « L'homme habite la Terre en poète ». En UTEC, on paraphrase donc ce propos en disant que l'homme habite la Terre techniquement, ce qui signifie que l'une des façons que l'homme a d'habiter la Terre, c'est en technicien, c'est-à-dire que l'homme passe son temps à aménager. Alors, à aménager quoi ? À aménager l'espace. Bon, l'expression aménagement de l'espace est bien connue. On aménage la planète, les territoires, les villes, les maisons, au sein des maisons, les pièces, notre établi, notre plan de travail, etc. On aménage aussi le temps à travers les horloges, les plannings, les calendriers, les rythmes sociaux, la notion même de projet. On aménage les corps, évidemment. On apprend, il y a les techniques du corps, à s'asseoir, à marcher, à respirer. On fait du sport, on a des prothèses de différents types. On est vacciné, par exemple. On aménage aussi le vivant, évidemment, c'est une question brûlante actuellement. Aménagement du vivant via l'agriculture, via l'élevage, via la foresterie, via la notion même de paysage, via le traitement de l'environnement. On aménage aussi l'esprit à travers la langue, première technologie de l'esprit, les capacités de lecture, d'écriture, les logiciels, évidemment, qui conditionnent la façon de penser, les modes de pensée, les productions artistiques, les industries culturelles. Alors, et tout ça, on le fait via des institutions. On a une époque où tous ces aménagements sont institutionnalisés à travers du public, des entreprises, la division du travail, l'organisation et la protection sociale. Et ce qu'on ajoute en UTEC, c'est que l'espèce humaine aménage via la technique et en retour, elle est aménagée par elle, puisque la technique non neutre vient avoir des effets en retour, évidemment. Alors le premier indice de cet aménagement massif, c'est qu'il y a de la technique absolument partout. Dans chaque élément que je cite ici, vous pouvez évidemment immédiatement pointer des objets techniques, des systèmes techniques qui sont des supports de ces domaines, de ces actions. Sommeil, hygiène, alimentation, médecine. Alors je ne vais pas tout lister ici. Dans chacun de ces domaines, à chaque fois, des objets, des systèmes techniques sous-jacents et assez souvent du coup des ingénieurs qui sont là pour les mettre en place, les concevoir, les améliorer. Le second indice pour comprendre le phénomène massif d'aménagement, c'est que, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, la technique est non neutre. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les outils ne sont pas juste des commodités qu'on ajoute pour faire plus facilement ce qu'on ferait sans eux, mais que ces objets viennent nous ouvrir des mondes, nous donner des possibilités nouvelles, et que par exemple, sans écriture, pas de dissertation ou encore pas de tableau. Le tableau et avec lui l'art de la classification, de l'organisation scientifique des choses, ou rationnelle tout simplement, donc sans tableau, sans écriture, pas de tableau, et avec ça, toutes les activités qui vont avec. Autre élément, donc technique non neutre, par ailleurs nous nous couplons avec nos outils, il faut prendre conscience de ça, c'est-à-dire que les outils viennent prolonger notre corps propre, et par exemple, vous avez tous fait l'expérience en automobile de ressentir non pas les vibrations dans le volant ou dans le fauteuil, mais de ressentir directement, comme si votre corps était étendu jusque-là, les chaos de la route, voir la qualité du bitume, etc. Et de même, on prend une paire de ciseaux en main et on se retrouve comme ça à pouvoir envisager le monde coupable versus non coupable et à même ressentir avec
avec ses ciseaux directement ce qui se passe quand le métal rencontre la feuille. Il faut presque se concentrer pour sentir que ça n'est qu'entre le plastique de la poignée et de la main que se passe quelque chose. Donc si on résume tout ça, la technique non neutre conditionne notre rapport au monde, notre rapport aux autres et à nous-mêmes. Par exemple, pour prendre des thèmes un peu connus actuellement, un logiciel d'entreprise, un système d'information dans une entreprise, reconfigure le travailler ensemble des membres de l'institution et parfois en posant de lourds problèmes de reconfiguration pas toujours très bien pensés du travail. L'aménagement des transports, évidemment, reconfigure l'identité et l'organisation territoriale. Un appareil médical, un exemple que je développerai tout à l'heure, réinvente l'expérience que le patient fait d'une maladie, et puis le travail des soignants éventuellement, et voire même l'organisation du réseau de soins. Un appareil médical comme ça peut ne pas être un simple objet technique, mais venir reconfigurer tout l'environnement. Donc en résumé, on ne conçoit jamais seulement, ou très rarement en tout cas, un objet ou un système technique, mais presque toujours des dispositifs sociotechniques. On embarque de l'humain dans la conception qu'on est en train de faire, qu'on le sache ou non. De ce point de vue-là, ce slogan un peu rapide, un peu facile, dit que inventer la technique, c'est inventer l'humain, c'est inventer des phénomènes humains, des interactions. De ce point de vue-là, l'invention technique est un acte politique, un acte d'aménagement de la police, au sens grec du mot police, et l'ingénieur est un aménageur des vies humaines dans presque tous les domaines. Il faut ajouter que actuellement, ceci a lieu dans un contexte de crise. Alors je mets des guillemets autour du mot crise parce que le concept est à critiquer, mais pour faire simple, je vais l'utiliser ici. Donc crise environnementale, crise économique, crise démocratique, crise de l'emploi, qui est une crise sociale, et une crise du travail, qui est autre chose, parce que même les gens qui ont un emploi considèrent que leur travail parfois est abîmé et ne sont pas forcément heureux d'aller au travail, donc une crise du sens du travail. Quand on fait l'étiologie de ces crises, c'est-à-dire l'étude des causes, la recherche des causes, on se rend compte qu'on trouve à peu près toujours à la racine la financiarisation mondialisée alliée à la gestionnarisation, c'est-à-dire une prise de pouvoir par les injonctions gestionnaires à faire les choses, à régler les choses de telle ou telle façon extrêmement cadrée. De ce point de vue-là, on considère en UTech que ces crises n'en sont qu'une, du point de vue de cette étiologie. Il s'agit d'un système productiviste piloté par le produit financier à court terme, par la question du produit financier, de la rentabilité à court terme, qui vient épuiser les ressources et les travailleurs en même temps, et ne permet plus le travail du sens et la construction de projets de société. Donc, tel qu'actuellement industrialisé, productiviste, mondialisé, financiarisé, l'activité technologique est prise dans ce faisceau de causes et paradoxalement acquiert à la fois une puissance de frappe assez inouïe, des potentialités techniques, des capacités techniques pour faire des choses assez incroyables, et en même temps semble avoir perdu de vue en partie sa mission civilisatrice et émancipatrice. Avec la notion par exemple, de contre-productivité largement atteint. Alors, ces crises-là sont donc aussi une crise de l'ingénierie, et à l'UTC et en UTech, et tous ensemble, on se pose évidemment beaucoup de questions et on cherche des solutions qui sont actuellement identifiées pour justement envisager les choses différemment. Alors, de ce point de vue-là, si je m'occupe du cursus UTech seulement, un slogan initial était de dire qu'il fallait prendre en compte l'humain. Et on a fait une autocritique de ce slogan en disant que derrière sa bonne intention, ce slogan, l'injonction à prendre en compte l'humain dans les projets technologiques, cache en fait une approche discutable qui est de continuer à faire de l'humain un facteur de la technologie. Donc on propose d'inverser la chose, en se donnant pour mission de se rendre capable, une fois instruit par l'histoire et la compréhension intime de la technique, de définir et de porter des projets pour l'humain, pour la société,
pour quelque chose qu'on appellera l'écoumène, c'est-à-dire la relation, notre lien fondamental au vivant. Donc de se rendre capable, instruit de la sorte, donc de définir des projets pour l'humain en sachant prendre en compte la technique, l'économie et l'industrie. Vous voyez, il ne s'agit plus de prendre en compte l'humain dans des projets technologiques, mais d'avoir des projets de société pour lesquels le technologue, l'ingénieur, est justement la personne capable d'aller chercher la technique et de prendre en compte ses capacités, ainsi que des considérations évidemment de faisabilité économique et industrielle. Alors si on résume tout ça, la mission du TEC, c'est de proposer à la société des technologues formés à la hauteur de ces enjeux, très instruits de l'histoire et de ce qu'on appelle le faire système, la relation fondamentale entre l'homme, la technique et la société. Donc des technologues dotés de méthodes et d'outils spécifiques, donc qu'on développe au sein du cursus, connaissances évidemment articulées à leur domaine d'ingénierie. Voilà. Et donc une autre mission du TEC de ce point de vue-là, c'est d'explorer pour l'UTC une voie d'évolution pour mettre en synergie les sciences humaines et sociales et les sciences de l'ingénieur et passer d'une relative juxtaposition dans beaucoup d'endroits encore en France entre les sciences humaines sociales et l'ingénierie à une meilleure intégration, à une intégration à proprement parler. De ce point de vue-là, voilà, notre objectif est de proposer une formation à des candidats au profil équilibré qui veulent faire des sciences et des sciences humaines à haut niveau, avec une visée professionnelle et une visée d'utilité et de sens. Je passe maintenant à la présentation de quelques exemples de projets sur lesquels on a aimé travailler. Tout d'abord, j'en disais quelques mots tout à l'heure à partir de la question d'un appareil biomédical. On a travaillé pour une entreprise néerlandaise et en partenariat avec un laboratoire de recherche de l'UTC, le laboratoire biomédical, au développement d'un système de monitoring, de surveillance à domicile des femmes enceintes présentant un risque d'accouchement prématuré. Alors le développement technologique de cet appareil, c'est une chose, à savoir se poser la question du positionnement d'électrodes qui viennent mesurer les contractions, les rythmes de contraction du muscle utérin. Une fois qu'on a pensé, ou pendant qu'on est en train de penser ce dispositif sur le plan technique, il y a des questions fondamentales qui se posent et QTech a pour mission de traiter. C'est par exemple du côté de la patiente ou du côté de la femme enceinte, qu'est-ce que ça fait anthropologiquement, psychologiquement de la rendre actrice en lui donnant la responsabilité justement de poser cette ceinture, d'envoyer les informations, etc. Donc anthropologie de la grossesse pour faire simple, et de ce qu'on appelle la question du care, la question du soin quant à cette femme. Et ça pose une seconde question, ce dispositif tout aussi fondamental, c'est la question de la réorganisation du réseau de soins, de la modification du travail des soignants qui sont habitués à travailler avec les patientes hospitalisées. Et là, il faut travailler à domicile, à distance, avec l'infirmière libérale qui entre dans la boucle. Et ça change évidemment beaucoup de choses en termes de métier, de compétences, de représentation, d'information, d'organisation, de responsabilité. Et c'est donc quelque chose qui doit être pensé tout à fait en amont et pas seulement après coup quand l'appareil arrive, puisque ça peut influencer évidemment la conception de l'appareil. Autre exemple, on a travaillé, donc un exemple qui n'a rien à voir, on a travaillé sur la conception, la reconception pour la ville de Compiègne du musée de la voiture et du tourisme, en se posant la question de savoir, fort de nos compétences en histoire des techniques, comment est-ce qu'on pouvait aider à présenter les collections très riches du musée sous l'angle du lien essentiel, du lien profond entre les technologies de transport et l'organisation des villes et des territoires. Donc passer d'une muséographie, disons, qui présente une collection d'objets dans une chronologie à une mise en scène qui montre en parallèle la question de l'organisation des villes et des vies des citoyens en même temps que l'évolution des technologies de transport et les questions que ça pose notamment quand on change de technologie. Autre sujet, dans le domaine de l'informatique, on a fait une étude prospective pour la question de comment l'intelligence artificielle va venir faire évoluer les métiers, différents métiers, par exemple les métiers de la banque, en se demandant quels services peuvent être créés, peuvent être impactés, et comment les banques elles-mêmes vont se réorganiser autour de ça. Voilà. Alors d'autres exemples comme ça rapides, on a travaillé avec l'INRA de Colmar, donc l'Institut national de recherche agronomique,
sur une intervention auprès des viticulteurs pour les aider à diminuer leurs produits phytosanitaires. Là, UTEC était utile parce qu'il ne s'agissait pas seulement de développer une science biologique, phytosanitaire, à ensuite imposer aux viticulteurs, mais il s'agissait de travailler avec les viticulteurs sur leur terrain à partir d'une compréhension de leurs pratiques, de leurs contraintes. Et de ce point de vue-là, voilà, cette recherche participative était tout à fait intéressante pour un étudiant UTEC qui était en stage là-bas, et même plusieurs étudiants maintenant. On a travaillé, par exemple, pour Decathlon, en prospective encore, pour s'intéresser à comment Decathlon pouvait contribuer au plan gouvernement de déploiement des mobilités douces en général et du vélo en particulier. Donc là, notre travail était d'essayer d'imaginer de nouveaux types de produits s'adressant à un nouveau type de public qui, pour l'instant, ne sont pas forcément pris en charge par les fabricants actuels. On s'est occupé pour l'association Adileos de penser aux outils numériques, à ce que la montée en charge du numérique allait faire dans le domaine du social, des prestations sociales auprès des publics défavorisés, que ce soit des sans domicile fixe par exemple, des personnes qui sont provisoirement ou plus longuement à la rue. Voilà, on se posait la question pour ces publics-là et pour les prestataires d'aide sociale, de savoir ce que le numérique pouvait avoir comme conséquence et ce qu'on pouvait en faire. On a fait une étude pour le cabinet Plein Sens des métiers de la propreté, afin de contribuer à une réflexion sur ce secteur. Le cabinet Plein Sens étant un partenaire du cursus, puisqu'on a une bonne partie de notre activité dédiée au fait de penser le travail et la transformation des organisations par l'étude de leur travail. Et on travaille aussi sur des projets de recherche et développement internes à UTEC, je l'ai indiqué tout à l'heure. On travaille sur le développement d'outils propres pour soutenir notre ingénierie. Et on a différents partenaires, notamment dans le monde de la recherche. Pour finir, je vais parler des modalités de recrutement. Donc pour savoir si vous êtes un bon candidat, voici quelques ingrédients. Nous, on cherche des personnes qui aiment évidemment autant les matières humaines, entre guillemets, philo, lettres, sociaux, etc., histoire, que les mathématiques ou les sciences. Il faut qu'au moins un domaine technologique vous attire. Le cursus UTEC, c'est le début des études à l'UTC, en visant un diplôme d'ingénieur. Donc il faut évidemment pas seulement avoir envie d'une formation éclectique, mais aussi se projeter dans un domaine technologique. Et puis, il faut aimer se poser des questions, il faut aimer raisonner, il faut souvent être capable de se remettre en cause, puisque ça c'est pas spécifique à UTEC, mais les études, être étudiant, c'est se produire soi-même, et donc c'est toujours être en train de se questionner. On cherche des personnes qui soient plutôt connectées à l'actualité sociale, aux grands débats de société, et puis qui aient un certain goût pour la lecture, et si possible, déjà pour l'écriture. Le processus global de recrutement passe comme pour toutes les universités de technologie, passe par Parcoursup. Notons qu'il y a des frais uniques pour tout le réseau. Vous candidatez, vous ne payez qu'une seule fois pour candidater à tout le réseau. Pour UTEC, on vous demande un document supplémentaire que je vais présenter juste après. C'est dans l'onglet formulaire de Parcoursup. Il faut savoir que quand vous êtes sélectionné pour un entretien pour UTEC, on vous demande une préparation. Le texte est disponible en ligne sur le site du cursus, dans le site de l'UTC. Je ne redéveloppe pas ici, vous pourrez lire ce texte. On vous demande simplement, pour compléter l'entretien, pour compléter la rencontre, de venir en ayant un peu préparé un exemple de technologie qui vous semble demander un traitement avec le regard UTEC, c'est-à-dire en se posant des questions sur les impacts, les enjeux sociétaux. Ça fait un support de discussion. On a ensuite, comme toutes les formations, un jury d'admission et on se plie au calendrier Parcoursup. Le formulaire spécifique Parcoursup, le voici. On vous demande de répondre à 2 questions qui sont vraiment spécifiques pour UTEC. On vous demande de dire ce que vous attendez des sciences humaines et sociales dans votre formation et en quoi vous pensez qu'UTEC vous correspond. Voilà. En termes de données, c'est un cursus qui offre 25 places par an, rentrée en septembre uniquement. Actuellement, on a surtout, si on parle en ancien bac, on a surtout des bacs S avec une faible proportion de candidats ES et L, environ, sur les 25 admis, environ
3-4 par promotion, faute de candidats, voilà, c'est à peu près la seule cause. On n'a pas de quota, nous, prévu entre bacs. On constate qu'on a environ 60% d'étudiants, donc on a beaucoup de femmes proportionnellement par rapport aux autres études d'ingénieurs en général dans ce cursus. Et en termes de nombre de candidats, on a commencé à 80, on est maintenant systématiquement à plus de 1000 candidats. Voilà. Quelques mots sur le nouveau bac. Alors nos réflexions sont toujours en cours. Ce qui est certain, c'est que nous conseillons aux candidats qui veulent nous rejoindre de garder la spécialité maths jusqu'en terminale, c'est le plus sûr, et de par ailleurs choisir n'importe quelle autre spécialité en première puis en terminale. C'est de notre point de vue totalement libre et toutes les spécialités sont autant intéressantes pour suivre UTech. Ce à quoi nous réfléchissons encore, c'est de savoir dans quelle mesure nous pourrions accueillir des candidats qui auraient arrêté les maths en terminale, c'est-à-dire qui n'auraient fait des maths que jusqu'en première. Ça, c'est encore en réflexion. Et pour conclure, quelques transparents de résumé. Donc UTech, nous sommes à notre connaissance une offre unique en France parce que s'il y a de plus en plus de doubles cursus qui permettent de panacher différentes disciplines, et tant mieux que ça existe, UTech, on a ce geste supplémentaire d'intégrer via et pour l'ingénierie les sciences humaines et les sciences, et on vous propose pas seulement de les juxtaposer ou de les panacher pendant quelques temps pour après choisir, on vous propose d'envisager différemment 5 ans d'études. Où toutes les disciplines du coup vont collaborer pour poser des actes de technologues. Voilà. Les parcours et débouchés, enfin, 95% de nos étudiants vont en ingénierie, occupent ensuite au moins des postes identiques à l'ingénierie classique et développent petit à petit une posture un peu différente. On constate un tropisme, un attrait très fort entre nos étudiants et ces domaines venant d'ailleurs les chercher, recherche et développement, études prospectives, maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire grosso modo tous les endroits où on vient penser en amont des projets. Les étudiants donc, peuvent rencontrer au fur et à mesure des projets à leur mesure. 5% de nos étudiants à peu près passent en master, puisqu'on a un format en 3 ans qui facilite le passage en master. Alors c'est un débouché qui nous intéresse aussi, dans la mesure où en tant qu'université de technologie, on forme certes principalement des ingénieurs, mais ça nous intéresse aussi de proposer à la société des professionnels qui soient capables de penser les relations entre technique, homme, société. Et on a par exemple des personnes qui sont passées en muséographie, en institut d'urbanisme, en histoire des techniques ou en philosophie pour la suite de leurs études. Et on a également quelques poursuites en thèse, par exemple. On a actuellement un thésard en informatique et un autre en sciences humaines. Voilà.